Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une présentation sur le thème de l'investissement et surtout sur l'importance d'investir. Ensuite, on va pouvoir partager tous ensemble un apéro qui va se trouver à l'étage juste en dessous. Donc, je vous prie de bien écouter ce qu'on va communiquer. Si vous pouvez prendre des notes et trêve de blablaterie, passons directement à l'essentiel. Ce que vous voyez ici à l'écran, l'argent, c'est une illusion. Dans le monde dans lequel on vit, on imprime énormément d'argent, bien plus que ce que l'on devrait faire réellement. En imprimant de l'argent, on dévalue notre pouvoir d'achat. C'est-à-dire que les banques sont des entités centrales qui ont le plein pouvoir. Ils impriment de l'argent à l'infini à partir de rien du tout. Comprenez une chose, les États s'endettent pour deux raisons principales. La première raison, pour la croissance économique. Donc, ils veulent financer la croissance économique, faire que les entreprises investissent dans l'économie. La deuxième raison, financer les guerres. L'État choisit volontairement de vous appauvrir. Il choisit d'imprimer de l'argent et d'augmenter la masse monétaire. En augmentant la masse monétaire en moyenne de 8% par an, factuellement, tous les 8 ans, vous perdez 50% de votre pouvoir d'achat. Dans notre système actuel, on s'endette pour financer une ancienne dette. Si on arrête de créer de la dette, le château de cartes en entier, il s'écroule. Vos impôts, réellement, ils ne financent pas les autoroutes. Ils servent à payer les intérêts de cette même dette. Dans le système bancaire, par exemple, quand vous déposez de l'argent à la banque, l'argent ne vous appartient plus réellement. C'est-à-dire que la banque va garder 3, peut-être 4% de cet argent-là, mais ensuite tout le reste, il sera utilisé. Crédit, marché financier, hypothèque, etc. Quand on prend le phénomène de si maintenant tout le monde voulait aller retirer son argent à la banque, qu'est-ce qui se passerait? On aurait un phénomène qui s'appelle le bank run. C'est-à-dire que les banques feraient faillite. Elles n'ont pas les liquidités nécessaires pour fournir les retraits à tous leurs clients. Et les États, ils vous mentent clairement. Ils vous disent que si on limite les retraits, c'est pour éviter le blanchiment d'argent ou toute autre raison. Alors qu'en réalité, c'est juste pour éviter un effondrement du système. Alors, je sais, ça pique, mais sincèrement, c'est la vérité que je vous dis là. Et si je vous mets cette claque aujourd'hui, c'est réellement volontaire de ma part, c'est pour vous éveiller. Comprenons le monde dans lequel on vit. On passe 40 ans à courir derrière l'argent, on travaille 40 ans, en moyenne ça représente 80 000 heures de travail durant toute notre vie, 80 000 heures de travail, mais on consacre même pas quoi 2 heures à comprendre comment l'argent est-ce qu'il fonctionne et surtout comment le protéger. On travaille 80 000 heures, mais par contre on ne prend pas le temps nécessaire pour savoir comment protéger ce fameux argent derrière lequel on court. Donc, quand on comprend comment est-ce qu'il fonctionne, après, on va chercher à le protéger. Pour le protéger, on va vers une réserve de valeur. Mais réellement, aujourd'hui, votre argent, il est en sécurité nulle part. L'image que vous voyez ici, c'est New York, les États-Unis, avant la Seconde Guerre mondiale. Si je vous replonge avant la Seconde Guerre mondiale, la France, l'Allemagne, ils accumulaient massivement un actif qu'ils stockaient soit en Suisse, soit aux États-Unis. Est-ce que vous savez de quel actif il s'agit? Je vois qu'on a un connaisseur parmi nous. Donc exactement, il s'agit de l'or, c'est cet actif-là. Pourquoi est-ce que je veux en venir à l'or? L'or, il a plusieurs désavantages. Le premier désavantage, c'est qu'il est difficile à sécuriser. C'est-à-dire que vous devez pouvoir le stocker, soit dans un coffre-fort, soit chez vous bien sécurisé. Donc il est très encombrant. Il prend de la place. On ne peut pas le transporter facilement. Si maintenant vous vous expatriez, vous changez de pays, vous allez à l'aéroport, monsieur, j'ai 100 lingots d'or.
Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous ne passez pas les douanes. Il faut faire des déclarations, etc. C'est difficile. Ça prend du temps à se faire déplacer. Troisièmement, on peut vous le voler. C'est-à-dire que s'il n'est pas bien sécurisé, s'il est en dessous de votre matelas, on peut vous le voler. C'est très compliqué. La quatrième raison, c'est que l'or physique n'est pas liquide. Si maintenant, vous avez un certain montant en or physique et vous voulez le vendre, il faut trouver un acheteur, aller vers lui, pouvoir faire les contrats. Ce n'est pas une vente instantanée, il n'est pas liquide. La disposition de la vente n'est pas instantanée. Et surtout, ce qu'on voit dans l'histoire, c'est que les États, ils se servent. Donc les États se servent de votre or. Quand je dis se servent, qu'est-ce que j'entends par là? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États vous ont forcé à vendre votre or. Une fois qu'ils ont tout l'or, ils détachent l'étalon or, ils impriment de l'argent à l'infini pour financer la guerre, ce qui fait dévaluer votre pouvoir d'achat. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Le prix de l'or explose. Au final, le résultat, vous vous retrouvez sans rien, sans or, sans liberté, avec une hyperinflation énorme et un pouvoir d'achat complètement détruit. Je sais, c'est tragique. En 1971, le président américain Nixon, il a mis fin à la convertibilité dollar-or. Avant ça, on avait le traité de Bretton Woods qui disait que chaque quantité d'argent émise sur le marché était adossée à une quantité d'or. C'est pour ça que les gens avaient confiance aux monnaies fiduciaires comme le dollar, l'or, etc. Car chaque monnaie était adossée à une quantité d'or. Les banques stockaient de l'or dans leur coffre-fort. On avait confiance à ce système-là. Mais dès la fin de la convertibilité, tout s'est effondré. Suite à ça, on connaît une inflation énorme, une perte de pouvoir d'achat. Les monnaies fiduciaires comme le dollar ont perdu 90% de leur valeur. $1 en 1971, ça représente $9 aujourd'hui. C'est complètement drastique. Donc, ça a créé une société dans laquelle ceux qui détiennent des actifs comme de l'or, comme de l'immobilier, des actifs tangibles, ils s'enrichissent massivement. Contrairement à ceux qui vivent du salaire, du cash, de l'épargne, etc., ils s'appauvrissent lentement à petit feu. Le plus triste dans tout ça, c'est que tout le monde a fait ça. Tout le monde, sans exception. La France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, le Japon, les États-Unis et le Royaume-Uni, tous sans exception, ont suivi le même procédé. Alors là, je sais, vous allez me dire, Ahmad, ça fait beaucoup d'informations négatives d'un seul coup. Je vous comprends. Mais rassurez-vous, il y a toujours une lueur d'espoir, il y a une solution. Avant la crise des subprimes en 2009, qui est la plus grosse crise financière immobilière aux États-Unis, Satoshi Nakamoto, qui est un groupe ou une seule personne, on ne sait pas vraiment, a voulu apporter une certaine liberté, une certaine autonomie au peuple. Quelle était sa mission? Sa mission était très simple, c'était de retirer le pouvoir monétaire des États en vous le redonnant. Avant lui, d'autres ont essayé, mais ces personnes-là ont simplement échoué. Donc Satoshi, pour le bien de son projet, il a dû disparaître complètement des radars. En disparaissant, il a laissé un cadeau au monde et il a laissé le monde adopter son cadeau. Ce cadeau, vous le connaissez sûrement. Bitcoin. Pour ceux qui ne connaissent pas Bitcoin, je vais vous l'expliquer en quelques mots. Bitcoin, c'est 21 millions d'unités, point. Pas une de plus. Personne ne peut augmenter son offre. Contrairement au dollar, qui a une offre illimitée. C'est-à-dire que les États, les banques centrales impriment du dollar à l'infini à leur bien vouloir. Deuxièmement, personne ne peut changer son code. Bitcoin est un algorithme libre. Personne ne le contrôle, contrairement aux monnaies fiduciaires qui est contrôlée par un groupe de banquiers non élus qui contrôlent vraiment toute la masse monétaire. Ensuite, ce qui fait que, suite à ça, ça fait que Bitcoin garde sa valeur et s'inscrit comme une révolution technologique. Car Bitcoin est téléportable, divisible, liquide, sans censure et surtout, le point le plus important, il est insaisissable. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette situation dans votre cas personnel ou quand vous voulez faire un gros virement, le banquier il vous appelle, vous devez faire des préavis de 3 mois,
Vous ne contrôlez pas réellement votre argent. On doit toujours vous poser des questions. Vous n'êtes pas en totale possession de vos actifs. C'est votre argent. Vous avez travaillé 80 000 heures durant toute votre vie. Par contre, quand vous devez le déplacer, là, on vous pose des questions. Ça, c'est le contraire à Bitcoin. Si on reprend l'exemple de l'expatriation, maintenant, vous changez de pays. Bitcoin, vous pouvez avoir 10 millions dans une seule clé. Vous passez toutes les douanes sans aucun problème. Car vous êtes réellement en possession de vos actifs. En plus de ça, Bitcoin est le réseau monétaire le plus sécuritaire au monde et s'inscrit comme une réserve de valeur mondiale. Il vient faire deux choses principalement. Remplacer le dollar et l'or, mais avec beaucoup plus de qualité. Il enlève le pouvoir monétaire des États en vous le redonnant, en nous le redonnant. C'est pour ça que vous devenez souverain sur votre argent. Vous avez la réelle possession de votre argent et vous êtes en totale liberté. Comme on le voit sur cette image, dans le système actuel classique, c'est vous. Ensuite, vous devez passer par Stripe, Visa, les banques, les intermédiaires pour arriver au destinataire. Dans le réseau monétaire Bitcoin, c'est vous, destinataire directement. Beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus rapide, moins de frais, pas d'intermédiaire. C'est ça l'avantage. Donc, bien sûr, toutes ces qualités font que Bitcoin pulvérise toutes les autres classes d'actifs en termes de performance. Et c'est même l'actif le plus performant de l'histoire. Comme on le voit sur le graphique ci-dessous, Bitcoin en orange, l'or en jaune, le S&P 500, les 500 plus grandes valorisations américaines en noir et le SMI, l'indice du marché suisse en bleu. On voit bien que Bitcoin pulvérise toutes les classes d'actifs. Mais malgré ça, les médias ont tout fait pour vous en éloigner. Arnaque, spéculatif, trop cher, accable, blanchiment d'argent. Alors que en réalité, ils font tout autre chose. Les États se positionnent, les entreprises qui en mettent en trésorerie, les ETF qui ouvrent la porte à Wall Street. Aujourd'hui, tout le monde se dépêche d'accumuler ce fameux Bitcoin et on est vraiment dans une ruée vers l'or. On est dans une ruée vers l'or, mais plutôt de manière numérique. Prenons l'exemple du gouvernement américain. Le gouvernement américain achète autant de Bitcoin que possible et s'exprime comme la superpuissance mondiale en BTC. Comme on le voit ici, presque chaque État américain crée des réserves stratégiques en Bitcoin pour se sécuriser sur le long terme. Dans le monde, c'est similaire. Comme on le voit ici, les États-Unis, la Chine, l'Angleterre, l'Ukraine, les Émirats, tous les autres États du monde font la même chose. Tout le monde est dans une course pour accumuler ce fameux Bitcoin pour se sécuriser à l'avenir. Et grâce aux régulateurs, même Wall Street adopte le Bitcoin avec l'arrivée des ETF. Aujourd'hui, on a plus de 130 entreprises cotées en bourse qui se dépêchent d'accumuler du Bitcoin avec leur trésorerie pour le long terme. Comprenez bien une chose, on n'est plus sur de la hype, on n'est plus sur de la spéculation, on n'est plus sur de la devinette. On est vraiment sur une stratégie de trésorerie de la part des entreprises pour pouvoir prospérer à l'avenir. Tous les plus grands acteurs accumulent du Bitcoin autant que possible. Comme je viens de vous l'expliquer, la demande est grandissante, l'adoption est massive. Mais par contre, un détail, l'offre, elle diminue, elle. Actuellement, il y a moins de 14% des Bitcoins disponibles à ce jour sur les marchés. Et cela se réduit jour après jour. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'offre et la demande. La demande augmente, l'offre baisse de jour en jour. Naturellement, le prix explose. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il surperforme toutes les autres classes d'actifs. Ici, une petite représentation visuelle des prévisions sur Bitcoin sur les prochaines années. Les prévisions qu'on voit sur les 20 prochaines années sur Bitcoin, en 2025, Bitcoin a atteint 126 000 $. Ça représente 0,1% des actifs mondiaux, avec une capitalisation à 2,5 trillions. En 2045, on a 3 scénarios principaux. Le premier scénario, c'est le scénario pessimiste, dans le cas où Bitcoin ne ferait pas des performances incroyables sur les 20 prochaines années. On atteindrait 3 millions de dollars d'unités de Bitcoin, ce qui représente 2% des actifs mondiaux, avec une capitalisation à 68 trillions.
Et pour atteindre ce chiffre-là, on a besoin de 21% de performance annuelle moyenne. Le deuxième scénario, c'est le scénario réaliste basique. Donc 13 millions de dollars d'unités de Bitcoin, 7% des actifs mondiaux, 280 trillions de capitalisation et 29% de performance annuelle moyenne. Le troisième scénario, qui est le scénario bull, donc optimiste, 49 millions de dollars d'unités de Bitcoin, ce qui représente 22% des actifs mondiaux, une capitalisation de 1030 trillions et une performance annuelle moyenne de 37%. Maintenant, vous allez me dire, mais Ahmad, elle sort d'où cette prédiction? Comprenez bien une chose, ce n'est pas une prédiction sortie de nulle part, mais c'est un scénario mathématique basé sur 3 facteurs. Le premier, une offre limitée. Bitcoin, il y a 21 millions d'unités. Il n'y en aura pas un de plus. Personne ne va ajouter des bitcoins. Contrairement à nos monnaies, le franc, le dollar, l'euro, on en imprime tous les jours. Tous les jours, on imprime de la masse monétaire. Deuxième facteur, la croissance mondiale, l'adoption. Tout le monde en accumule. Les entreprises, les États, les particuliers, tout le monde accumule du bitcoin. Et le troisième facteur le plus important, surtout, c'est un actif qui affiche 75% de performance sur les 5 dernières années. C'est-à-dire que nos 3 scénarios, le pessimiste en est à 21%, le réaliste 29% et l'optimiste 37%. Les 3 scénarios sont entre guillemets réalistes. Sur les 5 dernières années, on voit 75%. Donc, quand vous voyez ça, vous vous dites peut-être une chose, mince, j'en ai pas assez. Peut-être il faudrait que j'en accumule le plus possible. En fait, ce qui est beau avec cette technologie, c'est plus on l'étudie, plus on la comprend, plus on se dit une chose, j'en ai pas assez. Et tous les plus grands acteurs du monde accumulent autant de Bitcoin que possible. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de même? La question que j'aimerais vous poser maintenant. Et vous, levez la main si vous avez déjà du Bitcoin. Je vous prie de regarder entre vous. Gardez la main levée ceux qui ont acheté Bitcoin à moins de 30 000 dollars d'unité. Félicitations. Faisons une petite devinette. Si au lieu d'acheter chaque iPhone à sa sortie, vous aviez investi ces mêmes montants dans Bitcoin, devinez combien est-ce que vous auriez aujourd'hui sur votre compte bancaire, ou plutôt, dirais-je, en Bitcoin. Vous pouvez me faire des estimations. Millions. Ok, 10 millions. Quelqu'un a une autre estimation? 4 millions. Ok, 4 millions. Dernière estimation? Personne? Beaucoup plus. Combien? 800 millions. 800 millions, ok. 1,5 milliard. Vous auriez 1,5 milliard à la place d'avoir acheté chaque nouvel iPhone depuis 2009. Vous auriez 1,5 milliard en Bitcoin aujourd'hui. Donc, j'espère sincèrement que vous allez répondre à la prochaine question de la bonne manière. Est-ce que vous allez acheter de nouvel iPhone? J'ai entendu un oui, c'est bien. C'est Adrien. C'est bien, c'est bien. Actuellement, en moyenne, un iPhone 17, le dernier, 1400 francs. Ça représente 0,018 BTC. Suivant nos projections, comme on a vu avant, sur les 20 prochaines années, ça va représenter entre 150 à 500 000 francs. Comprenez bien une chose. Quand vous achetez du Bitcoin, ce n'est pas pour le vendre dans 1 mois, dans 2 mois. Il faut toujours avoir cette vision sur le long terme, penser au long terme et son potentiel énorme. Maintenant, avant de pouvoir commencer à acheter, à accumuler, il faut avoir une stratégie. Il faut que vous compreniez ce que vous faites. Comme dans tout, je vais à la salle de sport, j'ai un coach, j'ai quelqu'un qui me guide. La question, c'est comment est-ce qu'on accumule? Comment est-ce qu'on achète du Bitcoin? Vous allez avoir 2 choix principaux. Le premier choix, c'est le plus simple, c'est du DCA, c'est du Dollar Cost Averaging. C'est-à-dire que
que tous les lundis, vous allez aller acheter, peu importe le prix, vous allez acheter du Bitcoin tous les lundis avec un montant précis. Tous les lundis, vous mettez 100 francs, etc. Ça, c'est le choix le plus simple. Le deuxième choix, c'est des entrées optimisées avec une vraie stratégie d'investissement. Vous pensez sur le long terme aussi, mais tout en améliorant votre prix d'entrée moyen. Comme vous le voyez ici, notre prix d'entrée moyen à 19 000 $ sur Bitcoin. Il faut comprendre que sans réelle stratégie, des règles strictes, un management de risque très précis, ce genre de performance est inatteignable. Il faut avoir un vrai système en place pour avoir des performances similaires. Et c'est là où on a créé quelque chose de différent, mais vraiment différent. Maintenant, pour la suite de la présentation, c'est Hassan qui va faire la suite. Hassan, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu toute mon expérience d'investissement entrepreneurial également. On a bâti notre système d'investissement ensemble sur les 6 dernières années. C'est une personne clé dans la création du système et dans le ALG Club. Donc, je vous prie de l'accueillir comme il se doit. Merci. Merci à tous. Merci Ahmad pour la présentation, l'introduction. Et je vais reprendre depuis ici. Premièrement, qui je suis? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hassan. Et au début de ma carrière, j'étais un peu comme la plupart des débutants, sans aucune connaissance, sans aucune compétence. J'avais peur de me tromper, d'utiliser la mauvaise plateforme, de faire la mauvaise action, de cliquer au mauvais endroit. Ça m'est d'ailleurs arrivé plusieurs fois. Et j'étais perdu et sans aucune aide. Dans mon entourage, j'avais personne qui s'intéressait à l'investissement réellement. Personne du domaine de la finance, personne qui savait où est-ce que je pouvais faire mes premiers investissements. Alors j'étais totalement perdu. Alors j'ai investi. J'ai investi plus de 10 000 francs dans mes propres compétences dans les dernières 6 années, avec des mentorats, des coachings, des formations. Et ça m'a permis d'acquérir mes compétences d'aujourd'hui. Tout d'abord, je me suis fait former par un trader expérimenté au Canada pendant 2 ans. Il m'a amené de grosses compétences en analyse fondamentale et j'ai pu faire mes premiers investissements avec ce trader-là. Ensuite, je me suis fait former par un trader privé sur Genève pendant 18 mois. J'ai pu acquérir toutes mes compétences d'analyse technique et c'était un mentorat très poussé dans le domaine de l'investissement et du trading en scalp pour ceux qui connaissent. Ensuite, je me suis fait former par un analyste en hedge fund en Australie qui m'a amené une grosse expertise en analyse quantitative ainsi qu'une solide compréhension en macroéconomie et en management de portefeuille. Avec tous ces mentorats, on a pu créer notre propre système d'investissement avec nos 6 années d'expérience. C'est clairement notre recette ultime. Grâce à notre système qu'on a pu mettre en place, on a pu aider nos copines, nos familles, nos amis, notre frère à investir ses premiers montants et à devenir réellement autonome dans le monde de l'investissement. Et c'est comme ça qu'est né le ALG Club, fondé par Ahmad et moi. Et notre vision, elle est simple. Aider les particuliers en Suisse à investir de manière autonome et à bâtir une réelle stratégie d'investissement. Et tout ça en moins de 2 heures par mois. Je vais vous présenter ici les 4 points principaux de pourquoi 90% des particuliers investissent de la mauvaise manière. Premièrement, l'information. Je dirais même la surinformation. On va retrouver trop d'informations qui se contredisent partout. TikTok, Insta, les forums, les médias, les amis. On ne sait plus qui écouter et qui dit les bonnes informations. Ça va mener à quoi? Ça va mener à une surcharge. On peut être paralysé parce qu'on a trop d'infos. On ne sait plus qui écouter, quoi faire, ou alors à de mauvaises décisions. Comme par exemple Trump. Je pense que certains ici ont investi dans la crypto-monnaie de Trump, le même coin de Trump, et c'était clairement de l'émotion. Ce n'était pas une stratégie d'investissement, c'était juste de l'émotion. Alors vous avez investi parce que tout le monde l'a fait, parce que vous avez vu des informations partout, parce que c'était Trump. Et je pense que la plupart d'entre vous ont perdu leur argent avec cette crypto-monnaie-là. Ensuite, un manque de stratégie d'investissement. Les particuliers, souvent, vont investir un peu au hasard. Ils n'ont pas réellement de stratégie en place.
Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Et ça va amener à une mauvaise structuration, une mauvaise allocation, des mauvais placements, tout simplement. Ensuite, le facteur psychologique. La peur de se tromper, qui va mener à une paralysie. On ne sait pas quoi faire. Alors on a peur, on ne fait juste plus rien. Ou alors, l'inverse, trop d'émotions, et du coup on a peur de rater le train, rater l'opportunité. Alors on va acheter tout en haut et on va faire les mauvaises décisions. Et pour finir, les établissements financiers. On va investir avec certains établissements qui en réalité ont plusieurs frais excessifs et souvent cachés, que ce soit les banques, les assurances ou plusieurs produits d'investissement, qui vont eux justement gratter, qui vont dévorer votre capital petit à petit au fur et à mesure. Vous n'allez pas le remarquer parce que c'est des petits pourcentages, mais à cause de l'intérêt composé de ces pourcentages-là, au bout de 10, 15, 20 ans, c'est des sommes énormes qui ont été perdues sur votre capital. Donc, qu'est-ce qu'il y a réellement dans l'expérience ALG Club et qu'est-ce qu'on a créé aujourd'hui? Premièrement, une stratégie. Comme Ahmad l'a mentionné, on a une stratégie qui a permis d'avoir un prix d'entrée moyen sur Bitcoin à 19 000 $. Cette stratégie repose sur un système très sophistiqué qui nous a pris 3 ans à construire, qui repose sur l'allocation dynamique, une analyse quantitative et qualitative, une gestion du risque très précise et bien sûr, ce plan, cette stratégie peut être adaptée à chaque profil. Ensuite, l'éducation. On a une plateforme privée sur laquelle vous retrouvez 130 vidéos, donc 130 leçons réparties sur 7 modules. Il faut bien comprendre que du premier module au dernier module, on passe d'un débutant à un expert. C'est là le réel but et la réelle progression qu'on obtient. Ensuite, il y a un suivi personnalisé. Les membres du club sont suivis personnellement par l'équipe du ALG Club chaque semaine, chaque mois, pour voir votre progression, si vous avez des problèmes, si vous avez des questions. Et on pourra directement faire vos premiers investissements ensemble, sécuriser vos investissements ensemble pour la première fois. Et pour finir, le plus important, la durabilité de notre système. Il faut bien comprendre que le système qu'on a créé, il n'est pas fait pour durer sur 3 mois. Il n'est pas fait pour faire de la performance sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an. Mais il est là pour durer dans le temps. Il est là pour faire de la performance dans le temps, sur le long terme. Et c'est comme ça qu'il faut se positionner et c'est comme ça qu'on a les meilleurs rendements. Mais bien sûr, avant d'investir, il faudra maîtriser plusieurs points. Ici, une petite liste de certains de ces points-là. Premièrement, la macroéconomie, le système d'offres et de demandes, les cycles économiques, le cadre suisse dans lequel on est, comment déclarer correctement ses actifs, sur quelle plateforme investir avec le moins de frais pour les Suisses, la gestion du risque, quelle taille on va mettre dans quelle position, comment est-ce qu'on va allouer nos positions, par rapport à quoi, l'analyse quantitative et technique, donc clairement comment est-ce qu'on va lire un graphique, comment est-ce qu'on va mettre son analyse dessus et pouvoir se projeter dessus. Ensuite, l'exécution, quand on va passer à l'exécution, sur quelle plateforme, comment. Et pour finir, la sécurité. Parce que c'est bien de faire fructifier son capital, mais c'est encore mieux de le garder bien au chaud. Alors, il faut être bien informé sur la sécurité, sur quelle plateforme, avec quel protocole et de quelle manière. Si tous ces termes sont inconnus pour vous, c'est totalement normal. Tu comprendras tout au fur et à mesure parce qu'on partage toutes nos recherches, toutes nos analyses. Et le plus important, c'est que chaque décision de notre portefeuille privé est partagée dans le club. C'est-à-dire que si nous, on change de position, on accumule un autre actif ou on vend une position, par exemple, tout est partagé dans le club, tout est transparent. Et tous ces facteurs-là te permettront de devenir autonome dans l'investissement. Et c'est là le réel but. Ici, un petit comparatif de notre système à d'autres classes d'actifs. Comme tu peux le voir, notre système s'appelle Omega. Et sur ce graphique-là, tu as les données depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au 2e trimestre 2025. En premier, tu as l'épargne suisse sur une banque, 1,3%, ce qui est clairement pas de l'investissement. Hein. Ensuite, le S&P 500, 34% de performance, ce qui est une très très bonne performance en 3 ans. Ensuite, le Bitcoin, le fameux, 157% en 3 ans,
c'est une énorme performance. Et pour finir, le système Omega, donc notre portefeuille, avec plus de 580% de performance. On voit bien que le système Omega surperforme toutes les classes d'actifs. Mais ces chiffres-là, ce n'est pas pour faire beau. Pour atteindre ce genre de résultats, il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de pertes, beaucoup d'erreurs. Mais c'est après avoir construit un système clair, stratégique, qu'on peut atteindre ce genre de performance-là. Que tu sois en études et que tu aies du capital à investir, que tu sois salarié ou indépendant et que tu aimerais apprendre à investir de toi-même, le système Omega est fait pour toi. Il est fait pour tout type de profil. Il s'adapte à tout type de situation, d'âge, de profil, peu importe. Que tu souhaites anticiper ta retraite, planifier une année sabbatique, financer l'achat d'un bien immobilier, peu importe ton objectif, tu seras en mesure de l'atteindre par toi-même. En passant tes propres ordres depuis ton ordinateur, tu verras en direct ton argent travailler pour toi. Tu n'auras plus besoin de passer des heures sur YouTube, t'épuiser à chercher des informations intéressantes pour la Suisse ou pour ta situation personnelle, ou alors lutter contre la peur de faire les mauvais choix et de perdre de l'argent. Tu seras là suivi, épaulé dans chaque décision. C'est un accompagnement suisse sur mesure par rapport à ton profil, tes objectifs et ta situation. Retiens bien, aucun gain n'est garanti. Les connaissances le sont. Ici, exclusivement, on vous fait un petit cadeau. Je vous invite à scanner ce QR code. Vous retrouverez dessus notre rapport de la semaine qui est réservé aux membres. Je vous invite à sortir vos téléphones. Là-dessus, vous aurez notre rapport de la semaine sur les marchés financiers qui est normalement réservé aux membres du club. Et vous pourrez le lire, je vous invite à le lire. Vous verrez toutes nos analyses, notre analyse de la semaine et vous pourrez par rapport à ça vous planifier vos investissements, pourquoi pas. Est-ce que tout le monde a pu scanner? Je vois quelqu'un en train de scanner. C'est bon pour tout le monde? Non? C'est bon? Sinon, si vous n'avez pas réussi, je vous l'envoie après, pas de souci. Ok, merci. Je vous invite à nous poser vos questions. On y répond avec plaisir, que ce soit sur la partie d'Ahmad ou ma partie. Je vous écoute. Oui. Du coup, pour avoir la performance que vous avez faite, vous avez une exposition aussi en levier? Non. Non? Que du spot. Okay. Ouais. Le levier, c'est vraiment quelque chose qu'on n'aime pas. Okay. Quand tu étudies réellement le levier, tu vois que le risque est trop fort. Alors, on se positionne déjà sur des actifs qui ont du risque, comme la crypto-monnaie, hein, c'est un actif très risqué. Alors, on ne préfère pas prendre de levier. Non, c'est vraiment que du spot et donc d'investissement long terme. Ouais. Ouais. Vous préférez acheter directement sur des exchanges centralisés ou alors plutôt de manière décentralisée, genre vraiment au sein de la blockchain? Ça dépend. Ça dépend du moment, de ce qu'on a. Si par exemple, tu as ton argent sur un wallet déjà décentralisé, comme par exemple un MetaMask, vaut mieux que tu passes par un pont. Et donc là, tu passes directement par le protocole. Ou alors, si tu as de l'argent liquide, par exemple du franc, tu vas le mettre sur Kraken, tu vas acheter, ensuite tu vas transférer sur ton ledger ou ton trésor, ou peu importe. Mais il n'y a pas vraiment de préférence. Mais au mieux, il faudrait passer par les ponts. Parce que c'est là que tu as le plus de sécurité, tu as le plus de liquidité et tu es réellement décentralisé. Merci. Comment faites-vous sécuriser si on a déjà sur plusieurs plateformes? Okay. Il faut bien comprendre que les crypto-monnaies, aujourd'hui, si on les a sur des plateformes centralisées, comme par exemple Binance, Swissquote, Kraken, peu importe, tu n'as pas réellement accès à tes clés. Ça veut dire que tu n'es pas le détenteur à 100% de ces crypto-monnaies-là. Il faut que tu les sécurises réellement. Alors, on a des appareils, donc des appareils physiques, c'est des petites clés USB, sur lesquelles tu vas pouvoir transférer ton argent. Et là, tu auras réellement accès à 100% à tes crypto-monnaies. Parce que sur ta plateforme,
si maintenant Kraken décide ou Binance décide d'annuler les transactions, donc d'annuler les retraits, tu ne peux rien faire. Ou si la plateforme fait faillite, comme on l'a vu avec FTX, la plateforme a tout simplement fait faillite et donc les fonds étaient bloqués. Donc si tu avais 20 000 francs dessus, tu as 20 000 francs bloqués et tu ne peux rien faire. Donc il faut vraiment sécuriser ces crypto-monnaies de la bonne manière en les transférant sur un hardware wallet, comme on dit, donc que ce soit Ledger, Trezor ou bien d'autres, hein, tu en as plein. Mais c'est la meilleure manière de sécuriser ces actifs. Nous avons des banques mondiales comme par exemple aux États-Unis ou bien la Fed, disons des constitutions financières qui à ce jour mettent en priorité par exemple des ETF, des fonds, des réserves. Comment on pourrait dire qu'une monnaie comme le Bitcoin serait décentralisée alors que tout le monde veut la centraliser? Comment on pourrait investir, disons avec confiance, sur une plateforme, on va acheter aujourd'hui qui vaut 98 000, 96 000, quelque chose d'autant cher, disons ça comme ça, un risque pourtant peut-être grand, parce qu'on a vu cette semaine par exemple qu'il y a une grosse chute. Comment on pourrait continuer à faire, disons, confiance, sachant que peut-être ça peut être centralisé par toutes ces constitutions? Alors là, la question, elle est sur comment faire confiance à l'actif ou alors par rapport à la centralisation. Ok, par rapport à la centralisation. Donc c'est vrai, comme tu dis, il y a tous les États, énormément d'entreprises qui vont un peu se ruer vers ce Bitcoin et du coup, ça enlève un peu le principe même de la décentralisation. C'est vrai. Mais ces entreprises-là, elles n'ont pas le pouvoir sur le code du Bitcoin. Donc il reste quand même décentralisé dans sa définition même. Et ensuite, comment on pourrait y faire confiance? Je t'invite juste à regarder les données et est-ce que tu préfères faire confiance à un dollar qui se dévalue petit à petit? Les banques l'impriment à l'infini, ils s'en foutent clairement de l'inflation, ils font un peu n'importe quoi, ou alors à un Bitcoin qui n'est contrôlé par personne. Bien sûr, sur le court terme, tu auras plus de volatilité, c'est plus risqué, hein. C'est un actif très jeune, hein. Il a 15 ans, même pas. Donc bien sûr, c'est un peu misé sur une technologie un peu. Mais pour faire un parallèle, on serait peut-être, si on regarde un peu, comme dans les années 2000 pour Internet. Donc, tu investirais sur une technologie du futur, en fait. Il faut bien comprendre que Bitcoin actuellement, il a dépassé les 100 000 $. C'était un cap que tout le monde attendait, mais réellement, en fait, il est très, très petit. Comme on a pu le voir avant, il fait seulement 0,1% de la capitalisation des actifs mondiaux. Donc, c'est rien du tout. Comparé, par exemple, à l'or, qui lui vaut 30 trillions. Donc, c'est vraiment rien. Bitcoin est encore très petit. Donc, bien sûr que si tu investis maintenant, tu auras de la volatilité sur le court terme, comme on peut le voir maintenant. Il est descendu de 126 000 en dessous vers les 80 000 $. Donc, c'est une énorme chute, hein. Donc, si tu avais ton capital dedans, tout en haut, tu aurais pris environ 35% de perte. Mais c'est un actif sur lequel vraiment on mise sur le futur. Et c'est pour ça qu'on a une stratégie avec pour justement diminuer notre risque et gérer réellement notre capital. Parce qu'on ne va pas acheter tout en haut et justement, on va allouer d'une certaine manière qui fait que notre risque est géré et que notre capital est bien investi. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Parfait, merci. Est-ce que vous avez une autre question? Avec plaisir. Non, c'est bon. Ok, parfait, je vous remercie. Pour finir, je vais vous partager ici une citation de Brian Tracy. Investir en vous-même est la meilleure décision que vous puissiez prendre. C'est l'investissement qui offre les plus grands rendements. C'est vraiment une phrase avec laquelle Ahmad et moi, on grandit, on vit avec. Comme vous avez pu le voir, on a investi plus de 10 000 francs dans des formations sur nous-mêmes, sur nos compétences, sur nos connaissances. Et c'est comme ça qu'on avance. On est toujours en quête d'apprentissage, en quête de connaissances, et on n'a jamais fini d'apprendre. Et je vous invite à faire de même. On n'a jamais trop de connaissances, en fait. Il faut toujours avancer, il faut toujours garder cette curiosité, chercher toujours des connaissances. Merci de m'avoir écouté, merci de nous avoir écoutés. Je vous remercie de votre présence et on peut aller à l'apéro à l'étage d'en dessous. Merci beaucoup.